Bonjour et bienvenue sur la chaîne du whisky. Aujourd'hui, dans notre série d'épisodes Science et Whisky, nous parlons des molécules que l'on trouve dans le whisky. La fermentation peut produire jusqu'à 400 composés aromatiques différents. Je ne vous présente plus l'eau et l'alcool, qu'on trouve majoritairement dans le whisky. L'eau, H2O, 2 atomes d'hydrogène pour un atome d'oxygène, et l'éthanol, l'alcool que l'on consomme donc, qui m'a toujours fait penser à un caniche par ailleurs, qui est composé de 2 atomes de carbone, 6 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Ceci est du maltose. C'est un sucre que l'on trouve dans les céréales, l'orge par exemple, et qui vient de la décomposition d'une très longue chaîne qui ressemble, dont les maillons ressemblent un peu à celle-ci, qui serait l'amidon. L'amidon, on en trouve dans le pain par exemple, dans tout ce qui est farine, etc. Cette longue chaîne d'amidon est coupée en petits morceaux par l'eau, c'est ce qu'on appelle une hydrolyse, c'est-à-dire une coupure par l'eau, je vais vous montrer, pour obtenir du maltose et même in fine du glucose. Vous savez ce petit goût sucré là, et on le mâche trop longtemps. Si vous voyez, les deux chaînons de cette petite chaîne se ressemblent énormément. Donc voilà mon maltose, d'accord. Je vais casser ici au milieu. Tac. Je prends cette molécule d'eau et je la casse en deux également. Et je recolle les morceaux. Hop. Et voyez, maintenant, j'ai deux molécules identiques de glucose. Alors le saccharose, c'est le sucre que vous mettez sur vos fraises, ressemble un peu au maltose. Et quand on le coupe en deux, on obtient une molécule de glucose et une de fructose, qui a un cycle ici un peu plus court, il y a un carbone de moins. Dans la fermentation, il y a quelque chose qui a un rôle capital, c'est les enzymes. Les enzymes, ce sont des protéines présentes dans la céréale, qui ont des propriétés catalytiques, c'est-à-dire qui facilitent et accélèrent les réactions chimiques. La catalyse enzymatique. Ainsi, on va passer du glucose, ici présent, à deux molécules d'acide pyruvique. Comme vous voyez, elles sont identiques. Ces deux molécules d'acide pyruvique vont ensuite se décomposer en deux molécules d'éthanal et en, c'est quoi ça? Une boule noire et deux boules rouges? Eh oui, du CO2, c'est du dioxyde de carbone. Donc en fait, nous les amateurs de whisky, on a un bilan carbone catastrophique. J'ai fait le calcul, rien que pour un petit drame de 3 centilitres de whisky à 40 degrés, eh bien on dégage, rien que pendant la fermentation, un volume à peu près égal à un demi-litre de CO2, rien que pour la fermentation. C'est-à-dire que je compte pas le transport, je compte pas le chauffage, je compte pas le reste. Donc bon, vraiment, on pollue la planète, c'est pas possible, quoi. Et enfin, maintenant que je me suis calmé, donc comment on passe de l'éthanal à l'éthanol? Eh bien assez rapidement en fait, parce que regardez, on passe de ceci à ceci, les deux petits caniches, deux molécules d'éthanol. Dans la production de whisky, c'est bien évidemment l'éthanol qui nous intéresse. Là, je remonte un cran en arrière et je repars de l'acide pyruvique. Malheureusement, l'acide pyruvique, sous l'action des enzymes, là aussi, se dégrade en diacétyl. Qu'est-ce que c'est que le diacétyl? Eh bien, c'est une molécule qui, selon la concentration, évoque le beurre, le fromage ou la transpiration. Et voici comment on passe donc de l'acide pyruvique au diacétyl. Hop, j'enlève ça. Et je rajoute ça. Et vous voyez, on a une molécule qui est symétrique. Diacétyl. L'acide pyruvique, que revoilà à nouveau, peut aussi se dégrader en acide acétique, qui est caractérisé par une odeur de vinaigre. Là aussi, je vous montre le passage de l'un à l'autre. Hop. Hop. Voici l'acide acétique. Hop. Comme ça. Par le même processus complexe d'allongement de chaîne, on peut avoir des acides à chaîne longue. C'est ce qu'on appelle des acides gras. D'accord? Vous voyez que ces deux molécules ont en commun COOH. COOH, ça c'est la famille des acides carboxyliques. Et quand il y a une longue chaîne, c'est ce qu'on appelle des acides gras. Donc ici, par exemple, vous avez l'acide hexanoïque. Quel est le point commun entre ces trois molécules? Est-ce que vous avez repéré cette petite excroissance rouge et blanche? En fait, ce sont trois alcools. C'est la famille des alcools. Quand vous avez OH dans une chaîne carbonée, vous avez affaire à un alcool. Ces trois alcools sont produits à partir de l'acide pyruvique par un complexe processus d'allongement de chaîne. Donc on a ici l'heptanol, qui donne des flaveurs huileuses. Ici l'alcool isoamylique. Et ici le phényléthanol, que j'aime beaucoup avec son cycle benzénique, là, en forme d'hexagone. Et lui, il donne des flaveurs florales.
Ok, autre chose, si je repars du phényléthanol et que je déshydrogénise, c'est-à-dire si j'enlève ces deux hydrogènes-là, je vais pouvoir créer une double liaison entre ces deux carbones, alors que cette fonction alcool peut s'oxyder en fonction aldéhyde, ce qui schématiquement va donner la chose suivante. Donc là, je vais remplacer toute cette branche qui est ici, pour que vous compreniez. Hop, il n'y a pas vraiment de cassure qui a lieu à cet endroit-là, mais hop, vous voyez, j'ai remplacé ici par une double liaison. Il n'y a plus que deux hydrogènes, il y en a deux qui sont partis, et ici on a cette fonction aldéhyde. Et bien cette molécule s'appelle le cinnamaldéhyde. Et cinnamon en anglais, ça veut dire cannelle. Donc effectivement, cette molécule confère au distillat des arômes de cannelle, mais ça participe aussi plus largement à d'autres arômes, par exemple l'amande, l'abricot ou le butterscotch. Et c'est à partir de là qu'en termes d'arômes, ça commence à être vraiment sympa, parce que figurez-vous que quand on est en présence d'alcool et d'acide carboxylique, il peut se passer une réaction qu'on appelle l'estérification, c'est-à-dire la formation d'esters, qui sont des arômes qui en général sentent bon, en tout cas ils ont une odeur, et on le retrouve dans le produit final, même après maturation. Donc par exemple, à partir de l'alcool isoamylique et l'acide acétique, ou l'acide éthanoïque, je peux former de l'acétate d'isoamyle. Pour ça c'est assez facile, il suffit de couper la tête du chien. Et voilà, l'acétate d'isoamyle, qui sent la banane ou la poire. De même, à partir de l'acide hexanoïque et de l'éthanol, je peux fabriquer de l'hexanoate d'éthyle, qui sent la pomme. Et voici comment. Donc là aussi, hop là, voilà, l'hexanoate d'éthyle. Et pourquoi il y a la bouteille de Hellier's Road Portcast sur la table? Eh bien parce que justement c'est un whisky qui vient de Tasmanie qui est très estérique, enfin bref, qui contient beaucoup d'ester. Vraiment, il a un fruité très caractéristique qu'on trouve rarement ailleurs. Ah tiens, des boules jaunes, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est du soufre. Donc en plus de tous les composés qu'on a cités précédemment, on a aussi des composés soufrés qui malheureusement pour nous en général n'ont pas une super odeur. Ici on a du sulfure d'hydrogène qui sent l'œuf pourri et même, prout, voilà je l'ai dit, ça sent le prout, ok, bon on va pas en faire un fromage. Bah non, le fromage c'est le diacétyl on avait dit. Ici le DMS, diméthylsulfure, qui sent la tomate en conserve, le DMDS qui diméthyldisulfure, qui sent le légume pourri, et le DMTS qui diméthyltrisulfure, qui sent l'oignon. Le DMS, heureusement, s'oxyde rapidement et s'évapore. Le DMDS, lui, s'en va lentement par le biais de la maturation. Par contre, le DMTS, lui, il reste, et on n'a vraiment pas envie de le garder. Pourquoi? Eh bien parce que figurez-vous qu'il a un seuil de détection de 1 partie par trillion, un PPT. Oui, PPT, bon là j'y peux rien, c'est pas moi. Un trillion, ça vaut 1000 milliards. Donc en fait, on peut détecter une seule de ces molécules dans 1000 milliards d'autres molécules. Ça revient à éplucher un oignon qui sent à peu près, on va dire, sur une surface de 1 mètre carré, et qu'on puisse détecter l'odeur de cet oignon sur une surface qui vaut 1000 milliards de mètres carrés, c'est-à-dire 1 million de kilomètres carrés, c'est-à-dire 2 fois la surface de la France métropolitaine. Donc ça revient à, en gros, éplucher un oignon à Grasse, on va dire, et dans le sud de la France, et qu'on puisse le sentir au hasard à Cologne. Sacré oignon. Quant à notre ami puant, le sulfure d'hydrogène, il est heureusement absorbé par le cuivre qui compose l'alambic. En général, le cuivre filtre bien, absorbe bien les composés soufrés. Et ces H2S donc, se transforment en CuSO4, en sulfate de cuivre, qui est bleu dans sa forme hydratée. Donc peut-être, je n'ai pas l'information que l'intérieur d'un alambic est un peu bleu. Voilà. Si vous avez cette information, je suis preneur. Allez, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.